Ago, ago. Ago, ago. Ago, ago. Ago, ago. On peut commencer par dire que ce projet est éventé. La première occurrence de la notion de commission est l'invitation d'artistes, comme cela peut se faire à la tête britaine, où l'artiste invité investit un espace du musée. La seconde définition est un pied de nez au manque de transmission dans ma région. C'est non plus une mission transmise, mais une mission faite à plusieurs que souligne le suffixe de connexion co. On abat ainsi la structure de la transmission du maître à l'élève et on entre dans un échange égalitaire primordial. La dernière construction conceptuelle est celle d'une culture secrète, la mienne, africaine guyanaise. Est-ce que tu peux faire une commission pour moi? Est une expression que l'on utilise pour demander à une personne de son entourage de déposer, de transporter quelque chose à quelqu'un d'autre que l'on ne connaît pas forcément. On ne sait pas souvent ce que c'est et si cela sera ouvert. C'est une pratique quotidienne que j'ai à cœur de mettre en avant, car elle crée des voyages dans la ville, les communes, des rencontres nouvelles. Aujourd'hui, il est souvent recommandé de savoir ce que l'on transporte, étant donné le trafic de drogue en Guyane. Mais ne pas savoir ce que l'on a entre les mains est un sentiment étrange. Éteindre toute curiosité me fait peu souffrir. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Rien que la destination du colis, qui est de formes multiples, m'intéresse. Ici, ces objets secrets sont les œuvres d'art des artistes. Le deuxième thème que soulève ce programme est la rencontre. Une commission future des rencontres est une référence à la fois à Damas et à un de ces fameuses lignes poétiques « Avant la noce, on aiguise les couteaux », où la rencontre n'est pas seulement vue comme une chose enviable. Ensuite vient la rencontre comme le philosophe d'écologie décoloniale Malcolm Ferdinand la pense dans sa nomenclature de la fuite de la rencontre du bateau négrier. En effet, Marseille n'est pas une ville anodine. Elle a participé à la traite négrière au XVIIe, au XVIIIe siècle, à un degré inférieur des grands ports français. Cependant, la laine du bateau négrier a proliféré et prolifère encore avec la colonialité du pouvoir. Racisme, ségrégation sociale, négrophobie, misogynie noire, etc. Dans des actions d'émancipation et des quêtes de dignité, plusieurs figures nègres font face à la déshumanisation, selon le philosophe. Cela va de l'abandon de soi jusqu'à un anarchisme radical avec la figure du kamikaze, qui fait partir le monde pour réhabiliter un espace valable pour toutes ou vivre dignement. Alors, dans cette commission qui a pour objet la performance, j'ai choisi de faire partir le monde avec la performance Incandescence de Géry René Corail en 1995 sur la plage de Cayenne, dont des images existent et que je vais vous présenter. En Guyane, je n'ai pas en ma connaissance de performance aussi marquante et dans l'air du temps. Il y a des pratiques de la performance en Guyane, bien évidemment, mais celle-là a été la plus attrayante à mon goût. Un projet de numérisation de cette performance est en cours
J'ai l'autorisation du directeur du collectif Mitaraka, qui détient les cassettes de la performance filmée par le vidéaste Alain Michel, décédé depuis. Mitaraka est l'un des premiers collectifs d'artistes en Guyane. Et il est toujours actif aujourd'hui et dont Géry René Corail était membre. La performance date de presque 30 ans. Il y a un manque de considération de l'art en Guyane qui est néfaste, donc cela va prendre du temps qu'il faut pour que j'ai en main les cassettes en main. Excusez-moi. Pour impulser une recherche et numériser ce qui pourra l'être. Ces acteurs âgés de l'art en Guyane ont leur ego, leur trésor qu'il est difficile d'accéder, mais cela reste important de renouveler notre intérêt pour ces événements inestimables. Le parcours de Géry est aussi un moyen de souligner les circulations dont le monde est en Guyane. Géry René Corail est né en 1960 et mort en 2006. Est le fils de l'un des grands artistes et anticolonialistes de la Martinique, Coco René Corail. Mais en Martinique, Géry était à l'ombre de la carrière de son père. Ce n'est qu'en Guyane qu'il a pu développer sa pratique artistique. Pour moi, c'est un artiste guyanais. Il est très difficile aujourd'hui de définir la guyanaise, car la Guyane est une colonie de peuplement. On subit un repeuplement de la population. 60% de la population de la Guyane est étrangère, pas née en Guyane et n'a pas de parents nés en Guyane. Mais le sujet artiste mis en avant avec le prédicat guyanais me permet d'utiliser l'identification terrestre en second lieu. Géry a développé une pratique autour de l'image cosmique, de la spirale, dans toute son œuvre, que ce soit en mouvement ou d'art plastique. Je l'inscris dans ce programme dans une démarche cosmo-anarchiste créée par le philosophe Joseph Raffanel pour réunir une communauté de gestes contre l'État colonial intégral, d'où le sous-titre de conspiration. Je ne me conçois pas comme curateur. J'investis le concept de dirty care de la philosophe d'origine guyanaise Elsa Dorlin pour s'auto-défendre contre le monde qui nous environne. Je suis plus un destructeur qu'un curateur. La plage chez les communautés autochtones d'Abya-Yala, non autochtones du continent américain, dans les petites Antilles, est le lieu d'un rite initiatique, genré, pour devenir guerrier. Au XVIIe siècle, on amenait de jeunes garçons à la plage où ils devaient décocher des flèches le plus loin possible et partir les rattraper à la nage. Plusieurs genres de ces rites se pratiquaient selon les îles qui ne sont séparées que de quelques lieues. Le poète Derek Walcott avait une strophe pour rejouer ce moment guerrier depuis sa Sainte-Lucie. Au-dessus de l'horizon, l'arc faible, un arc presque imperceptible, est apparu, puis s'est estampé de l'autre côté du chenal, vers la Martinique. La spirale est aussi un mouvement important dans le motif de ma proposition. Le poète haïtien Franck Etienne, qui avait été invité dans le passé par le collectif Mitaraka, le concevait comme une respiration. La spirale signifie la vie, par opposition au cercle qui, selon lui, traduisait la mort. En relisant le texte de Malcolm Ferdinand, il y avait aussi le mot manigance, mais cela sonnait mal pour substituer le mot conspiration. Mais c'est surtout un renvoi après coup au grand camouflage de Suzanne Roussy-Césaire dans la tradition noire.
Ce qui m'a été le plus signifiant dans les petites recherches pour ce projet, c'est la part du féminisme civilisationnel, comme le groupe WITCH, Women's International Terrorist Conspiracy for Hell, Conspiration féministe terroriste internationale de l'enfer, un acronyme qui signifie sorcière en anglais. Groupe d'activistes de la fin des années 60 qui faisaient des incantations contre le patriarcat aux États-Unis en jetant des sorts, des malédictions, en faisant des tracts, des poèmes, etc. Cependant, leur utilisation de la figure de l'esclave m'a rebuté, ce que l'on peut aussi retrouver chez Monique Wittig dans son roman Les Guerrières, qui m'a beaucoup inspiré. Je préfère plutôt en faire un saut qualitatif en utilisant la notion de conspiration de manière différente, avec l'apport d'un communisme noir, à entendre de manière différente, à la fois dark, négatif, et d'identification en mouvement. Ce n'est pas forcément racial. Cette conspiration du communisme noir passe par ce qu'ont énoncé Marx et Engels dans leur manifeste du Parti communiste, comme une puissance est un spectre qui hante l'Europe. Cette conspiration est aussi faite pour opposer au conte du spectre du communisme noir des manifestations tangibles, partisanes et multiples. C'était le cas du surréalisme en Caraïbes avant, et maintenant, cela s'expose avec l'afroféminisme, l'afro-pessimiste, etc., qui auront la fonction de contrer l'anti-noirceur, les reproductions du capitalisme racial et le luxe du marché de l'art par la réunion de plusieurs œuvres d'artistes que j'appelle aussi machines de guerre, que le marché tente de récupérer pour faire de la profitation. Alors j'ai réuni dans cette spirale de roses des vents Gladys Gambi, artiste de la Martinique, qui nous présentera son film Maman Chadan, figurant un personnage partisan d'intempéries. Elle lira aussi quelques-uns de ses poèmes. Puis il y aura la performance Eat Myself d'Alice Dubon, une jeune artiste des Beaux-Arts de La Réunion, mais qui a vécu à Paris et à Marseille, posant des questions de transmission, de trauma. Ensuite, on aura une conversation spécifique, en profondeur, avec Gladys Gambi, sur son film, avec le curateur et critique d'art David Demetrius, que j'ai invité pour son expertise sur la scène caribéenne et ses recherches sur la notion de corps et de performance. Je voudrais faire juste un clin d'œil à José Legrand, l'un des grands artistes de la Guyane, comme son nom l'indique. Il est toujours vivant, qui a été étudiant aux Beaux-Arts d'Aix-Marseille dans les années 70. Il pratiquait à l'époque également la performance. L'une d'elles consistait, pour son diplôme de fin d'année, de brûler un drapeau français devant les membres de son jury. Je pense qu'il n'aurait pas pu le refaire aujourd'hui, ici. Ce ne m'est pas venu à l'idée de lui présenter, de lui proposer cette idée, malheureusement. C'est dommage, mais j'ai montré des images du drapeau hier après-midi, mais je n'ai pas pu aborder plus longuement cette image. Merci et profitez bien de ce programme. Gladys, c'est à toi.
l'eau froisée. Il tirait la poa qui a bas au gratel, qui a brûlé. Tirer, racher, ou que ça corps meilleur. Passe la pota la loup, chargé puis en misère, la peine, la paix, douleur, colère. En la peau cajole. Il chargé donne. Trop chargé ben seul moun. Mais c'est qu'on était. Il paie ou qu'on il est. Ou qu'il toujours sa potée. Délai capitule. Délai il a fait au crier en moué. Ou c'est changer corps. Ou c'est les tirer la potala. Pas pour faire changer couleur, non. Pour décharger. Ou c'est les tirer toutes feuilles au match en l'air. Mais pas oublier. Fait à bas au fosse. Il fait au jock. On savent. Ou las jock. Ou las faux. Ou c'est les déposer la poa et puis poser tibouin. Ilou. Ilou. Mais fouti belle. Peut-être que si nous avions été des reptiles, nous aurions pu muter.
Lorsque la charge est trop lourde à porter, la peau changerait au gré des saisons, au gré de la lune. Lieu de métamorphose, changement de peau. Que les soirs de mauvais temps étaient preuve de son passage sur terre, dans la forêt, dans la mangrove, ou encore près de la mer ou à l'embouchure d'une rivière. On parlait d'elle sans jamais l'avoir vue. Maman Chalon. Une étrange créature coiffée d'épines, parfois ailée, parfois chevauchant son cheval des têtes aux poils drus. Ceux qui l'avaient vue voler disaient qu'elle avait des ailes immenses comme les paupières de Dieu. Elle était rouge comme le sang, ou rouge comme le diable rouge selon certaines. C'est si long. Son corps était aussi imposant qu'un mastodonte. On l'avait vue debout face à la mer. Elle avait 3 seins, 9, 14 seins. Personne ne sait au juste. Bien pointus. Une chose est sûre, elle avait des pieds terrifiants. Il était dit que Maman Chalon crachait ses épines les soirs de pleine lune. Ciel rouge, vent violent, vent enlevé, immofoisé. À son cheval des têtes, il prend la vol. C'est lui qui a fait la pluie et puis beau temps. Au soya, c'est mauvais temps. Yo dit on l'appelait rouge pitchon qui est tombé pour un temps. Elle apparaissait souvent à Nord-Plage, dans la grotte dévorante. Ça qu'a dit là, ou qu'a rêvé. Avant, c'était un quartier, un lieu de vie, des histoires mêlées et démêlées. Aujourd'hui dévastée. La Sainte Vierge, elle, trône, veille, imperturbable, toujours honorée. Elle n'était que peau lorsqu'ils ont débarqué pour la marquer au fer rouge. Marquée parce qu'elle leur semblait souillée, diabolique, trop sombre, trop noire, colonisée. Elle crie pour toutes celles qui ont péri dans leur peau cajole, leur peau couverte de blessures, couverte d'insultes, salie par les mains de prédateurs. Elle crie emmouée pour elle, des heures entières, la pleine lune pour témoin. Parfois, elle chantait pour apaiser son âme. 3 heures du matin, immofoisée. Redoutable, indomptable, et pourtant charmeuse et sensuelle. Certains hommes disaient avoir été visités par la créature fantastique. Une odeur de piment sucré accompagnait le rêve des endormis. Elle chevauche leur voile en vie. Elle cherche la douceur et l'amour. Vague sensuelle,
visages somptueux. Un jour j'ai cru la voir, rayonnant à côté d'un cocotier, dont les feuilles flottaient lentement au rythme du vent. Corps voluptueux, vision céleste, être divin. Samandélé répondait, il éveille. Boum, boum. Aïe, qui fait tomber. Boum, boum. Elle danse pour exister, pour se sentir exister. Elle ondule ses mornes, ceux que l'on admire mais qu'on ose escalader. Monta la trop gros baon. Monta la yuki ouais. Seul le soleil, le vent, la pluie et les plus audacieux ont pu les caresser. Monter, monter sans connaître la destination. Ah, yo père, c'est problème yo. Monta la trop faux yo. M'enlever, c'est où les manques où les Samandélé répondait. M'enlever, maman, c'est où les manques aller. Bébé nanga, mama, me la poto na la melio. Olingi kosukola, maya pio, okola la pongi amoi bébé. Bébé nanga, mama, me la poto na lambelio. Uringi kosukola, maya pio, okola la pongi amoi bébé.
bébé nanga, mama, mais la poto poto, na lambelio, olingi kosukola, maya pio, ogola la pongi, pongi ya moi bébé. Ça sent la friture à la maison. Ça sent très fort la nourriture. Maman, elle cuisine plus qu'elle ne parle. Elle dit « je t'aime comme ça, je crois ». À la maison, ça sent très fort la friture. J'aime manger. Les saveurs, le goût du sel, le gras de la viande, les tartines au beurre, les nouilles à 50 centimes et les bananes plantains. Maman dit Makemba. C'est du lingala. La maison est rythmée par les repas. Papa part travailler à l'aube. Il rentre après l'heure des devoirs. Parfois pile à temps pour les infos. Son assiette est chaude. On ne parle pas du sacrifice physique que c'est pour lui de ramener de quoi nourrir 6 bouches tous les soirs. Son assiette est chaude. Manger, ça prend du temps, de l'argent et de la vaisselle. Les garçons, ça fait pas la vaisselle. Maman dit que c'est culturel, que les garçons auront une femme, alors que moi, je viendrai juste la femme de quelqu'un. Moi, je pense pas que ce soit culturel. Je crois que ça vient d'elle, de son histoire. Mais maman, elle raconte rien.
Il est 7 heures. Maman réveille les garçons. J'ai mal. Je reste à la maison. Avec maman, on s'apprivoise. On improvise. On fixe l'écran sans se parler. Elle enchaîne les feuilletons. Toujours les feux, toujours l'amour. Et le plus souvent, du théâtre congolais. Maman vient du Congo. Moi, j'y suis née. Mais on n'en parle jamais. La télé résonne très fort. Elle se remet à cuisiner. Les garçons vont bientôt rentrer. Alors, le four chauffe. Ça sent la friture. Ça sent le riz aujourd'hui. Maman ne m'a pas appris à parler lingala. Maman ne m'a pas appris à cuisiner. Maman ne m'a pas appris à parler lingala. Maman ne m'a pas appris à cuisiner. Maman, elle ne parle pas très bien le français. Elle ne sait ni lire, ni écrire. Ni lire, ni écrire le français. J'ai mis du temps à sortir de mon égoïsme occidental et à comprendre mes privilèges. Ma maman, elle sait ni lire, ni écrire. Ni lire, ni écrire le français. Maman, elle m'a offert le temps, l'espace et les moyens de construire et déconstruire. Mais ça non plus, on n'en parle pas.
J'ai passé mon enfance à enduire le corps de ma mère d'une crème éclaircissante. Elle a passé une bonne partie de sa vie à essayer d'enlever les taches que ce produit toxique a laissées sur son corps. J'ai appris l'art du langage en voyant les adultes juger de sa respectabilité en fonction de son élocution. Mais ma mère n'a jamais eu le corps raide. C'est vrai, elle dit souvent, j'ai pas les mots. Et récemment, pardonne-moi. Maman, raconte-moi ton histoire. Détache-toi de leur regard. Silence, distance et non-dit. Ce soir, c'est encore du riz. Bébé nanga, mama, mais la poto poto, na lambelio, olingi kosukola, maya pio, okola la pongi, pongi amoi bébé. Maman, te souviens-tu de ces poupées que tu m'offrais? Leur peau blanche, leurs yeux bleus. Maman, je ne veux pas être comme eux. Maman, te souviens-tu de ces poupées que tu m'offrais? Leur peau blanche, leurs yeux bleus. Maman, je ne veux pas être comme eux. Les non-dits, la distance, la violence de la dissemblance. J'aime manger les saveurs, le goût du sel, le gras de la viande, les tartines au beurre, les nouilles à 50 centimes, les bananes plantains. Maman dit Makemba. C'est du lingala.
Malédiction biologique, elle m'a transmis le désamour. Maman, il nous déteste. Il me déteste dehors. Partage-moi tes techniques, partage-moi tes regrets, partage-moi tes blessures. Comment germer dans l'hostilité. Et maman, toi, comment tu te défends? Comment tu te répares? J'avoue, maman, moi aussi j'ai ri de ton accent. Cet accent qui surligne nos différences. Mais maman, on me reproche tellement de choses dehors. Je bouillonne de colère. On me reproche nos ressemblances. Et pourquoi elle s'habille comme ça, ta mère? Pardonne-moi. J'ai eu honte. Et honte d'avoir honte. Tu me déguises, me brûles les cheveux. Maman, et toi, est-ce que tu veux leur plaire à eux? Vous essayez de la dominer.
Maman dit qu'il nous jalouse. Elle me dit de rester droite. Mais maman, je bouillonne moi aussi. Je bouillonne moi ici. Leur regard brûle ma peau. On me déshumanise, m'hypersexualise. Maman, ça sent la friture à la maison, mais l'odeur me colle à la peau. Ça sent la friture à la maison, mais l'odeur me colle à la peau. Je te vois faire des allers-retours entre là-bas et ici. Mais maman, je veux partir moi aussi. Je veux rentrer moi aussi. Pouvoir fuir moi aussi. Maman, tu me laisses là. Et tu reviens joyeuse, nouvellement heureuse. Quand tu t'éloignes du gris, quand tu t'éloignes d'ici. Mais moi, me vomir au dedans et pourrir au dehors. Il et elle m'enferment dans une case, me violentent, me dévisagent et t'enferment, toi, dans une autre. Mes mots prennent trop de place. Votre assiette est chaude.
Maman, ils nous détestent dehors. Maman, ils nous méprisent dehors. C'est difficile pour moi de manger en public. Est-ce difficile pour vous de manger en public? Vous essayez de la dominer. Maman dit qu'il nous jalouse. Elle me dit de rester droite. Mais je bouillonne moi aussi. Je bouillonne moi ici. Leur regard brûle ma peau. On me déshumanise, m'hypersexualise. Maman, regarde comme je dérange. Tu cuisines, moi je mange. Ça sent la friture et l'odeur me colle à la peau. Maman, j'ai peur des autres. Maman, j'aimerais m'en prendre aux autres. J'ai besoin de revanche, de justice. Maman, dehors, ils nous méprisent. Maman, dehors ils nous divisent,
Il est 18h30. Maman se remet à cuisiner. J'ai peur pour toi, maman. J'ai peur pour mes frères, maman. Il est 18h30. Leurs assiettes sont prêtes et chaudes. Maman, elle veut un beau canapé. Elle rêve de Chanel et de Gaultier. Elle aime la mode, elle aime la maille, elle repasse mes t-shirts froissés. Maman, elle comprend pas tout. Ni tout ce que je suis, ni tout ce que je fais, ni tout ce que je dis. Ma maman, elle fait le ménage chez les gens. Et les gens, et elles disent que je vais tout foutre en l'air, foutre ma vie en l'air. Parce que je suis là, sourcils froncés, toujours trop en colère. Mais hier, maman m'a dit « Bravo » et « Merci ». Et tu sais quoi? Papa aussi. Ils m'ont formaté, remodelé. Maman, je suis occidentalisée. Maman m'a dit, choisis un homme blanc, sans se justifier. Mes frères et sœurs ont des bébés métis, sans se justifier. Ils m'ont formaté, remodelé. Maman, aide-moi. Je suis occidentalisée. Mes frères et sœurs ont des bébés métis, sans se justifier.
Ça sent la friture. L'huile de tournesol. Ça sent la friture. Et moi, je lave le sol. Merci. On y va, on y va. Merci beaucoup. Qui veut s'asseoir? Bon, c'est calme. Toi au centre. Pourquoi donc? Waouh. Je pense à Ulysse, franchement, je sais pas ce que tu fais aux Beaux-Arts de La Réunion. C'était super ce que tu as proposé. Donc là, on va faire une discussion entre moi, David et Gladys pour un peu approfondir le film qu'on a projeté, Maman Chadon. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Gladys, parce que moi, je suis pas trop commissaire de police. Je sais pas trop. Bonsoir tout le monde. Gladys Gambi, artiste plasticienne, et je suis martiniquaise. Je vis et travaille en Martinique. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Que ma pratique, c'est surtout le dessin, mais entre-temps, j'ai expérimenté pas mal de choses. Et ce qui nous a amené à ce court-métrage que vous avez vu aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ok, mais comment t'es venue cette idée? Alors, déjà, expliquer comment Maman Chadon a surgi de mes dessins, puisque dans ma pratique, tout commence par le dessin. Et c'est né d'un questionnement qui a toujours été depuis l'école d'art autour de la représentation du corps féminin, en l'occurrence féminin noir. Et il y a eu pas mal de questionnements personnels, puisque moi je suis une femme noire et ronde, qui plus est, et dans une société
martiniquaise et ça m'a beaucoup questionné. Et il y a eu cette problématique autour de la représentation et de la sensualité, de l'érotisme également. C'est comme ça que cette maman Chadon a surgi. Chadon, ça veut dire oursin, pour ceux qui ne savent pas, en créole. Et pourquoi j'ai choisi l'oursin dans mes dessins, je fais souvent des recherches sur comment représenter les choses. Je cherche toujours des écritures graphiques. Avant, c'était autour du cheveu, et là, je cherchais comment représenter le frisson dans mon travail graphique. Et les épines ont surgi comme ça. Je voulais représenter le frisson par rapport aux sensations qui pouvaient se manifester à travers la peau. Et les épines ont surgi et je me suis dit, j'appelle ce personnage Maman Chadon. Il y a aussi ce rapport à la mer. Donc, fatalement, une inspiration de Maman de l'eau. Et au départ, je parlais beaucoup de... Enfin, je définissais ce personnage comme une divinité. C'est vraiment une manière de chercher, de créer une nouvelle mythologie autour en partant de moi, de mes expériences personnelles, de ce que j'observe autour de moi, de mon rapport au monde, de ma place en tant que femme, ma relation avec les autres, avec les hommes. Il y a eu tous ces questionnements-là qui ont nourri et qui ont permis la venue de ce personnage. Et donc voilà, Maman Chadon, c'est une créature mystique, fantastique, qui est pour moi une figure d'émancipation, de puissance, de pouvoir, de vulnérabilité, de faiblesse. Il y a un peu de tout ça qui compose Maman Chadon et qui nous compose aussi en tant qu'être humain, finalement. Et je ne sais pas si j'ai tout dit. Moi, j'aimerais juste ajouter un petit truc. C'est que lors de notre dernière discussion autour de Maman Chadon, justement, mais pour un autre projet, tu étais revenu sur 2 termes comment tu définissais Maman Chadon, qui est une âme cyclone et une âme vengeresse. J'aimerais que tu reviennes sur ces 2 notions, s'il te plaît. Âme cyclone, âme vengeresse. Alors, dans le cyclone est présent dans mon travail graphique pour représenter la colère. La colère contre un système, contre une condition féminine qui... et Maman Chadon, c'est une sorte de manière de s'affranchir de cette condition féminine-là, qui est la figure du potomitan, la femme qui est le pilier, qui n'existe que par finalement, à travers, pour certaines, l'homme, et qui n'a pas... où la féminité est complètement écartée. Et au sein de cet espace, il y a pas mal de choses aussi qui me touchent, les violences, soit familiales. Et du coup, la notion de cyclone, de vengeance est venue là parce que voilà, cette Maman Chadon serait une sorte de figure qui arrive comme ça, comme une sorte de puissance dévastatrice. Limite monstrueuse dont on pourrait penser qu'elle pourrait effrayer, faire peur aux hommes, qu'elle pourrait arriver dans les habitations et aspirer l'âme de certains. Je parle de prédateurs, de prédateurs, parce que quand on parle de violence et dans le contexte où on vit en ce moment,
où la parole se libère petit à petit, cette maman Chadron serait comme une sorte de figure protectrice également pour toutes ces âmes un peu perdues qui seraient en danger. Voilà, elle protège, elle se venge contre ces violences qui ne sont pas dites, qui sont dites mais qui ne sont pas punies aussi. Voilà. Et le cyclone est souvent là pour parler de colère, mais pour aussi nettoyer. Parce que nettoyer et puis balayer cette idée d'île paradisiaque. Les cocotiers sont arrivés dans mon travail, mais de manière torturée. Certains sont coupés, déracinés, malmenés par le vent, parce que justement, c'est vraiment un contre-pied à cette idée de représentation doudouiste. Peut-être que je me perds un peu. Ouais, bon. Okay. J'ai un texte aussi à lire qui va dans ton sens un peu. Telle une tempête, la crise écologique rencontre aujourd'hui le monde caraïbéen et ses fondations coloniales. Le registre discursif du monstrueux et de la catastrophe entrave une pensée sociale et politique critique de ces cyclones et des problèmes écologiques contemporains. Plaçant la Caraïbe, ses habitants et ses événements dans un espace hors monde, bien éloigné des centres européens, les catastrophes entraînées par les cyclones atlantiques ne sont ni naturelles ni politiquement neutres dans leurs causes comme dans leurs conséquences. Pour saisir le sens politique des tempêtes, il est nécessaire d'entrer à l'intérieur du navire, quittant le domaine du monstrueux pour le fabuleux, une pensée politique des rencontres entre des aléas naturels tels que des cyclones et le monde colonial se trouve déjà dans les imaginaires des Amériques et dans les œuvres artistiques qui se soucient de cette région. Dans les imaginaires des Noirs américains aux États-Unis, les tempêtes de l'Atlantique sont couramment associées à la traite négrière transatlantique. Prenant naissance au large des côtes africaines, faisant route vers le bassin caribéen et le golfe du Mexique, puis repartant vers l'Atlantique Nord en direction de l'Europe, ces tempêtes rappellent le tracé de ce crime historique pour lequel aucune justice n'a été rendue. Dans cet imaginaire, la tempête n'est plus uniquement une spirale de vent et des trombes d'eau, elle est chargée de la mémoire des ancêtres perdus dans l'Atlantique, qui viennent s'échouer avec rage sur les côtes américaines. Par ce mouvement, la tempête se comporte comme un navire négrier qui rappelle les injustices passées et renforce les inégalités contemporaines. La tempête devient un cyclone colonial. J'appelle politique du cyclone colonial l'ensemble des stratégies et manigances qui font des aléas en partie naturels, des événements profitables, qui renforcent les fondations coloniales du monde, accroissent les richesses des maîtres et exacerbent les sujétions et les désarrois des asservis. Par exemple, à travers les productions artistiques, William Shakespeare, Aimé Césaire, Joseph Conrad et William Turner relèvent trois caractéristiques principales de la politique du cyclone colonial. Trois manières par lesquelles la tempête apparaît au monde, tel un cyclone. Extrait d'une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Moi, j'aimerais juste rebondir sur la tempête qui revient assez souvent dans le texte que tu as choisi. Et en introduction, tu parlais de l'état de la performance en Guyane.
et que pour toi, le summum de la performance était René Corail. Quelle est la météo de la performance en Guyane? Elle est crépusculaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand j'ai regardé quand j'ai imaginé ce programme, c'était aussi un moyen de relier des continents, des îles. Et je me suis dit, à partir de mon lieu, qu'est-ce que je vois? C'est pour ça que j'ai parlé de Rose des Vents. À partir de mon lieu, au nord, je vois Gladys et Montchadon, mais pas dans ce rêve exotique de la Martinique, l'eau bleue, etc., mais dans une forme de cauchemar. Et c'est comme quand tu dis, quand Maman Chadon dans la vidéo dit « Est-ce que tu as rêvé ?» Je me dis « Non, je rêve pas. Je suis en train de cauchemarder. » Et dans cette route des vents, je me suis encore rappelé, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vois à l'ouest ?» Et j'ai pensé à Alice, qui elle aussi essaye de sortir de ce cauchemar avec les moyens de la voix et toute autre modalité de libération. Mais je voulais poser une question avant. Tu t'es pas présenté. Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux continuer à marronner sans donner ton identité? Je trouve que c'est... Enfin, nous sommes tu nous as invités autour de la performance. Il y a toujours des pardons. Moi, ça m'intéresse qu'on sache sans vraiment savoir qui je suis. Donc, pour le coup, souvent, on m'impose de me présenter, mais là, pour le coup, je vais prendre le biais de performer en marronnant. Entendu. Alors, moi, je retourne vers Gladys et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, la formule de Maman Chadon, mauvais temps? Moi, je l'ai entendu comme une prise d'assaut qui menace le monde. Par exemple, moi, dans ma culture générale, j'ai l'un des morceaux d'un groupe d'artistes éphémères avec Lasquise, en featuring de Mercenaires, de Kima, de Josie. Et le morceau s'appelle Kill Bill. C'est de la trappe antillaise. Et ils ont cette formule qui répète au début du morceau. Mauvais temps, cela peut vite changer de climat. Et je me suis dit, est-ce que Maman Chadon essaye de changer de climat? Mauvais temps, c'est non seulement, enfin, je ne connaissais pas la chanson, je suis allée, mais c'est un terme qu'on utilise souvent aux Antilles quand la situation est critique, quand il se passe pas mal de choses et là on est dans un mauvais temps perpétuel. Et en fait, j'ai écrit ça aussi parce que ça me rappelle aussi ce moment où on peut être dans une discussion et puis subitement on sent un vent qui nous bat, qui passe dans le dos et on sent que la pluie va arriver, la pluie à Cavigny. Et c'est ce moment-là que j'imagine dans ma tête quand on sent que quelque chose va arriver. Quelque chose, on ne sait pas quoi, mais là, en l'occurrence, c'est cette Maman Chadon qui arrive avec ce vent qui la précède, un vent glacial, un vent qui bouleverse tout, et là, elle arrive pour faire un grand nettoyage et pour se manifester et pour changer de climat, essayer de changer les choses, en fait. Dans le texte, tu parlais enfin, pas dans le texte, après, tu as parlé de cauchemar, on a parlé de tempête coloniale, si je ne me trompe pas. Et il y a un peu de tout ça. Je parlais de violence faite aux femmes, mais aussi cette violence perpétuelle aussi que l'on vit, que ce soit dans notre quotidien ou dans certains milieux. Dans notre quotidien en tant qu'Antillais, où on est constamment aussi dans la survie. Il y a cette volonté de changer tout ça. Et comment changer? Des fois, c'est limite
tout détruire, si c'est pas tout détruire pour pouvoir reconstruire. Et moi, c'est comme ça que je voyais cette histoire de ce terme mauvais temps. Mauvais temps, quand on constate que tous les jours, il y a quelqu'un qui est accusé de je ne sais quel harcèlement ou agression, ou encore une fois, on est là dans une perpétuelle revendication sans véritable changement, finalement. Et on se retrouve à répéter les choses et à finir par avoir un statut de pleurnichard, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que la situation ne change pas, donc on répète. Et des fois, la destruction, je me dis que la destruction, tout ravager est-ce que la violence ne serait pas une réponse? C'est des questions comme ça. Je dis pas que c'est une solution en soi, mais parfois je me demande si c'est pas ce qu'il faut faire, tout casser, tout détruire pour recommencer. Merci. David, tu veux pas lire le texte, s'il te plaît? Ouais, je vais lire. Ouais. Donc, Paul-Aimé m'a demandé de lire un extrait qu'il a remixé des Intempéries d'Emmanuel Kochia. Les intempéries sont l'endroit où les éléments se mêlent, où les formes entrent les unes dans les autres, où les frontières entre des domaines que l'on croyait imperméables les uns aux autres s'effondrent. Elles brouillent les lignes et redessinent la terre, ses couleurs, les textures de sa peau, la forme même de son corps. Elles rendent impossible tout ordre des saisons. Parfois, tout arrive en un clin d'œil. Dans d'autres cas, les préliminaires durent des heures. Il est impossible de prévoir exactement à quel moment tout cela va se produire. Il est tout aussi impossible de prédire et de savoir avec précision combien de temps cela durera. Mais ces moments définissent l'impossibilité de penser la vie de la planète comme un cycle parfait. Le retour illusoire à l'identique est perturbé. Le moindre détail a changé entre-temps. Les choses ne sont pas et ne peuvent plus être comme avant. Une intempérie est l'irruption de cette imprévisibilité dans le monde naturel. Elle marque une double rupture, un trou dans notre maîtrise cognitive du monde, mais aussi une interruption de la continuité que nous prêtons au temps et à l'homogénéité de l'histoire. C'est pour cela que nous les vivons comme s'il s'agissait d'une exception au rythme ordinaire de nos vies, tant exclus de l'expérience qui n'aurait pas le droit d'écrire la véritable histoire de la Terre. Une catastrophe, une rupture illégitime d'une forme ordonnée, un miracle improbable. Tout est intempérie sur Terre. Nous sommes l'orage et le tremblement de la Terre. Nous sommes le tsunami ou le tonnerre de Zion. Ce « nous » ne se réfère pas aux seuls êtres humains, mais à tous les êtres vivants, quelle que soit leur taille ou leur identité taxinomique. La vie a été l'intempérie de cette planète. C'est ce dont les œuvres rassemblées dans ce programme veulent exprimer. Après tout, on ne sait pas vraiment si l'on est avant ou après l'orage, car le monde entier est devenu un orage. Et l'orage n'est rien d'autre que le chant de la vie. Merci. Et ça me fait penser à... Et je voulais te remercier. Gladys, parce que tu t'es présentée à nous, tu t'es présentée au monde par la conque, qui, en période carnavalaise, parce qu'on est quand même en période de carnaval, et puis même en période cyclonique, toujours. Donc cyclonique, dans un sens social, on fait appel au monde. Mais quand je parle du monde, c'est le monde spirituel, le monde avec lequel on dialogue quand on est en performance. À qui as-tu fait appel quand tu as voulu nous réveiller ou nous inviter dans ton monde? Alors, la conque, c'était une manière pour moi
de trouver une certaine force, de m'ancrer face au public. Et oui, d'évoquer la force des ancêtres. Parce que ce n'est pas un exercice facile d'être là face à vous. Et de parler d'un personnage qui, en fait, est un alter ego qui parle de mes questionnements intimes aussi. Donc, je voulais, en quelque sorte, aussi être là et aussi convoquer la communauté comme ça aussi. Parce que, voilà, c'est une occasion où on est là rassemblés. Et c'est cette dimension-là qui m'importe en réalité aujourd'hui, là, à Marseille. Et voilà, c'était pour moi cette manière de vous appeler, vous aussi. Voilà. Ok. Moi, je pense qu'on peut finir sur ça. Si le public a des questions, parce qu'on a grignoté un peu de temps avec les techniciens, moi, je préfère... Ok. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Ce que j'aurais voulu, Gladys, c'est que tu parles vraiment du processus aussi de création de cette vidéo, parce qu'il y a Maman Chadron, ce personnage qui existe dans ton dessin, qui existe dans ce que tu interroges dans le panthéon magico-religieux. Mais qu'est-ce qui met en contexte la possibilité de cette vidéo, parce que, bon, puisque j'étais à la sortie de résidence ou la sortie de ce qu'on va appeler la restitution, les mondes nouveaux, et je pense que ça fait sens aussi de dire qu'est-ce que ça apporte dans l'imaginaire, comment ça peut révéler aussi dans les récits cette idée de monde nouveau qui émerge aussi dans ta proposition. Enfin, il me semblait important que ce contexte soit évoqué. Oui, effectivement. Alors, le personnage est né d'une résidence bien avant, enfin, un peu avant la résidence en Guadeloupe, et puis vraiment j'ai assumé le personnage pendant cette résidence. Et effectivement, c'était surtout un travail de dessin, de collage. Et par la suite, il y a eu quelques photographies. J'ai commencé à travailler le costume également. Et puis, mais jamais la performance, hein, jusque-là. Et effectivement, il y a eu le programme Monde Nouveau, programme d'aide à la création qui a eu lieu en 2022. Et pour moi, ça faisait résonance dans le fait où j'étais à la recherche. Enfin, je voulais proposer une nouvelle mythologie. Et un nouveau personnage qui pourrait être ancré dans l'imaginaire antillais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aller au-delà du dessin et de simples photographies que je faisais parfois avec certains artistes amis photographes qui voulaient bien, qui me proposaient généreusement de me photographier lorsque je portais le costume, pour essayer d'avoir du recul et expérimenter un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis tout ce temps-là, j'écrivais, mais je ne m'étais jamais posée pour me dire qu'est-ce que cette Maman Chadron ferait, quel est son rôle et quoi. Donc je me suis posée et pour ce projet-là, lors du programme, j'ai décidé de proposer le projet Mofoisé. Mofoisé, c'est un terme créole qui signifie... Enfin, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui se transforment. On dit mofoisé, donc ça, c'est de l'ordre de la métamorphose, de la transformation. Et il était nécessaire pour moi d'aller plus loin et d'écrire. Donc ça a donné le livre Mofoisé, conte poétique de Maman Chadron. C'est un extrait de ce livre que je vous ai lu, ainsi qu'un court-métrage. Je voulais
je ne suis pas du tout dans la vidéo, mais là, ça c'est vraiment... je crois que c'était nécessaire pour moi. Et j'ai du coup collaboré avec une autre artiste martiniquaise qui n'est pas là, mais Claire-Laura Flamand, qui est martiniquaise et avec qui qui a une pratique du dessin, de la vidéo, et du coup qui a pu comprendre comment entremêler mon univers entre les dessins, les images qu'elle a filmées et le son. Donc le son, c'est elle qui l'a créé, l'animation, tout c'est elle. Et vraiment, elle a vraiment compris comment concrétiser ce poème, ce qu'on a appelé ça poème visuel, finalement. Et ça devenait nécessaire pour... je pense que c'était... Au-delà du dessin, je voulais vraiment ancrer un univers dans l'esprit des gens. Et dans le texte, tout comme dans la vidéo, je parle de sous-way, sous-rêver. Donc, je parle d'un peu d'ambiguïté. Est-ce qu'on l'a vu ou pas? Parce que souvent, dans nos imaginaires, on a souvent quelqu'un qui nous raconte « Oui, j'ai vu, j'avais vu... non, ou c'est toujours « Ah, on m'a raconté qu'il y avait je sais pas, la diablesse. » ou on ne sait jamais au Dorlis. Et c'est toujours des récits que moi, qu'on me raconte ou qu'on a raconté à quelqu'un. Et du coup, ça amène le doute. Et certains disent, mais en fait, finalement, ce sont des croyances. Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment une existence de ces personnages? Et en fait, je voulais créer cette ambiguïté-là et me dire que peut-être dans 50 ans, on se dirait, mais oui, certainement que cette maman Chardon a visité des gens et que c'est à cause de... C'est elle qui a... Voilà, je suis partie dans... C'est pas un délire, mais voilà, c'est comment imaginer un futur à travers ce personnage-là. Et du coup, ça m'a amené à poursuivre ce travail de costume, donc ça m'a amené à faire des coiffes, à travailler plusieurs costumes pour concrétiser la notion de métamorphose, de transformation, parce que c'est un personnage qui change souvent de forme. Elle peut avoir plusieurs seins, 3, 4, 14, des ailes, une queue, des épines cassées. Elle peut être sans épines aussi. C'est en fonction de la lune. Il y a les interactions avec ce qui nous entoure, les éléments, la mer, la lune, comment elle peut se régénérer. Enfin voilà, c'est politique, mais en même temps, pourquoi pas utiliser nos imaginaires pour proposer d'autres choses. Et autant c'est un travail, c'était et c'est un travail qui est parfois difficile, puisque ça convoque pas mal de choses en moi, mais la création doit aussi être quelque chose de libérateur, et je dirais pas qu'il faut qu'on s'amuse, mais moi j'ai envie que mon imaginaire puisse aller loin et que je sois pas bridée dans quelque chose, et j'ai envie de m'amuser un peu dans ce que je fais tout en pointant du doigt certaines choses. Je suis partie loin. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé lors de ce programme. Voilà, je voulais proposer un nouveau personnage dans tout ce qu'on connaît déjà aux Antilles. Et peut-être que, voilà, dans 50 ans, une petite fille dira « J'ai lu le conte de Maman Chardon ». Et d'autres diront « Ah, mais je l'ai vu sur la falaise à Nord-Plage ». C'était ça, voilà, mon objectif. Et on verra, je ne serai pas là pour savoir, mais peut-être que les autres générations hériteront, et voilà. Ok, merci Gladys. Merci. Merci David. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité pour cet événement
Et voilà, j'espère, moi si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Et le livre, je fais ma petite pub, le livre est disponible à la librairie si vous voulez le feuilleter. C'est un livre illustré français créole qui relate le conte de Maman Chadon. Voilà. Ok. J'avais envie de continuer, j'avais envie de demander quel est